Je suis donc Arnaud Perrin, je suis agriculteur en Roumanie. Je suis agriculteur depuis 26 ans en Roumanie, donc je suis arrivé en Roumanie juste après la Révolution. Et je cultive aujourd'hui environ 4000 hectares de terres moyennement fertiles qu'on doit absolument irriguer et drainer. Voilà, donc on a vécu une période très très difficile. Depuis une dizaine d'années, enfin la Roumanie agricole s'est relevée. On a enfin de bonnes années agricoles. Et je cultive notamment du maïs, soja, blé, orge, colza, tournesol. Avec des essais évidemment en sorgho. C'est pour ça que je suis ici aussi. J'ai l'honneur de représenter l'association des producteurs de maïs de Roumanie. Une association jeune, qui a à peine 7 ans, et qui a créé sur le modèle un peu de l'Association Générale des Producteurs de Maïs de France, d'il y a environ 30-40 ans. C'est-à-dire que nous, on a un côté recherche, un peu comme Arvalis aujourd'hui, test. Nous avons environ dans 15 endroits dans toute la Roumanie des tests. Nous testons du maïs, du tournesol, du sorgho, du blé, de l'orge et du soja aujourd'hui. Pour le maïs, il s'agit de 110 hybrides qu'on teste sur des systèmes de micro-parcelles et ensuite on essaye de développer, d'aller un peu plus loin pour étudier les densités, les doses d'engrais, enfin vous savez ce que c'est énormément de travail. Ça c'est pour la partie technique, mais on a aussi la partie syndicale, je dirais. Pour représenter les agriculteurs roumains, les besoins des agriculteurs roumains près des autorités roumaines et à Bruxelles. On essaye notamment d'imposer, ce qui fait rire tout le monde à chaque fois, la fameuse cotisation volontaire obligatoire française. On essaye, avec d'autres associations roumaines, d'imposer une cotisation professionnelle pour qu'enfin on puisse réellement être représenté de façon équitable, que tous les agriculteurs roumains de 1 à 50 000 hectares puissent être représentés au niveau local et au niveau de Bruxelles, et surtout savoir un peu qu'est-ce qu'on veut. Aujourd'hui, on a 850 000 agriculteurs en Roumanie pour 10 millions d'hectares. Donc ça fait une moyenne d'à peine 10 hectares. Donc on a des fermes effectivement de 50 000 hectares qui sont en progression et des fermes de 1 et 2 hectares en très grand nombre. Nous avons environ 1500 fermes de plus de 750 hectares en Roumanie. Dans la Roumanie, c'est un peu caractéristique, c'est des grosses fermes, ça peut faire peur pour beaucoup de pays européens, mais une caractéristique importante, c'est le climat semi-continental qu'on a chez nous. Donc ça veut dire qu'on a des hivers très froids. Dans le sud de la Roumanie, on arrive à moins 25 en 2017. Et plus 42 l'été, c'est rare, mais ça arrive toujours pour l'été 2017. Donc là, on voit tout de suite que des plantes avec des tolérances à des températures extrêmes seraient intéressantes pour vous. Tout à fait. Et en parallèle aussi, on a une pluviométrie très aléatoire, assez faible, de l'ordre de 450 à 600 mm, 550 mm par an, mais avec une répartition très très hétérogène. Donc si on parle en quantité brute d'eau, c'est pas très peu, 450 à 550 mm, il y a pire, mais c'est la répartition qui pose énormément de problèmes. De septembre à septembre, dans ma ferme, nous avons une année à 300 mm et une année à peu près 700 mm. Donc à titre d'illustration, là nous avons des gros problèmes pour les levées des blés et des orges. Enfin, en Roumanie, il y a très très peu de blés et d'orges qui sont levés, même s'ils ont été semés le 15 septembre. Donc il n'y a pas plu depuis grosso modo le 31 juillet jusqu'à maintenant. Donc c'est exceptionnel, mais c'est la Roumanie. À chaque fois, on ne sait pas d'où ça peut venir, mais on a des problèmes extrêmes climatiques. En 2003, je n'ai pas récolté mes orges, mes blés, mes colzas. À l'époque, c'était une histoire de mouches de Hesse qui avait détruit complètement les cultures, et un hiver très très froid, suivi d'une grosse sécheresse. Donc c'est ça la Roumanie. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'adapte, c'est pour ça aussi qu'on a des grosses fermes, surtout dans le sud de la Roumanie, pour essayer de s'adapter à toutes ces choses-là.
Donc effectivement, ici, pour le sorgho, pour moi, c'est vraiment une plante dans ces conditions pédioclimatiques, dans les conditions de terre légère, avec de faibles réserves en eau, et sans irrigation, le sorgho a toute sa place. Ça, c'est le premier point, c'est évident. Après, dans la rotation, dans ces terres faibles réserves en eau, légères, on a souvent une rotation qui ressemble à peu près à du blé, colza, blé et tournesol. Donc effectivement, on a des gros problèmes de mauvaises herbes, des problèmes d'insectes, on a le fameux Tanimechus en Roumanie, et de problèmes de sclérotinia. Le sorgho ici aurait toute sa place pour nous aider à rallonger un peu la rotation et couper un peu ce cycle vicieux pour beaucoup d'agriculteurs. Ensuite, un problème d'assolement. Dans ces fermes un peu qui sont semi-extensifs, on cherche à diminuer au maximum les coûts d'exploitation, donc le coût du matériel. Et effectivement, le sorgho se cale bien dans le calendrier des travaux parce que ça vient le semis bien plus tard que le tournesol et la récolte bien plus tard. Donc effectivement, avec le même matériel, on arrive à cultiver une culture qui, en soi, ne coûte pas très cher et qui est beaucoup plus stable en production par rapport au maïs. Moi, j'ai une expression qui me vient tout de suite en tête quand vous parlez, c'est gestion des risques. Tout à fait. Il semblerait que la production de sorgho puisse vous aider à gérer des risques climatiques, économiques. Voilà. Et ça, on l'a de peu d'agriculteurs, parce qu'on parle de 15 000 hectares, je ne sais même pas où ils sont, c'est 15 000 hectares de sorgho en Roumanie, et c'est des producteurs qui produisent et qui ont une production animale à côté. Donc effectivement, avec pour eux, cultiver aussi du maïs, qui ont fait les deux cultures, aujourd'hui il n'y a pas photo, le sorgho est de loin leur préférence. Au niveau, le seul problème, et ici il faut voir avec tous les chercheurs, les gens qui sont autour de moi, c'est le séchage. Le gros reproche, c'est qu'effectivement, on arrive à devoir sécher ce sorgho, et même s'il n'y a pas beaucoup de points à sécher, c'est comme la dotation d'un séchoir. Le séchoir est propre aux gens qui font du maïs, donc pas des gens qui pourraient faire, en théorie, cultiver ce sorgho. Donc là, c'est un des gros problèmes pour nous. Qu'est-ce que vous attendez de la part des chercheurs, des généticiens, du coup, ou des variétés encore plus productives et qui puissent sécher plus vite. Qui puissent sécher plus vite, ok. Après, ça peut être aussi des questions de technique de séchage, etc., dans les silos eux-mêmes. Oui, c'est toujours cool, mais ça devient très compliqué. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, le maïs, jusqu'au FAO 450, on arrive à les récolter secs chaque année. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, mais aujourd'hui, et cette année, j'ai récolté dans ma ferme des FAO 600 en sec le 15 octobre. Donc c'est exceptionnel. Donc on est en droit d'attendre aussi pour le sorgho d'avoir des plantes qui puissent se récolter secs. Et ensuite, un quatrième problème, c'est les dégâts de sangliers. En Roumanie, les dégâts de sangliers ne sont pas dédommagés. C'est très compliqué et ça crée de grandes frustrations. Et ainsi que le vol. Le vol qui est un phénomène qui est en grande régression, mais qui est encore existant et qui nécessite au moins un gardien dans chaque champ pour éviter ce problème, je veux dire en grande régression, mais quand même qui est présent. Et même si parfois les dégâts ne sont pas importants, ça crée comme des grandes frustrations chez l'agriculteur de se savoir voler, savoir piétiner. Et c'est aussi un argument qui fait parfois, lorsqu'ils ont le choix, c'est de passer du maïs au sorgho. Parce qu'on vole moins facilement du sorgho que du maïs. On vole moins facilement du sorgho que du maïs. C'est pas... Oui, on ne vole pas du sorgho, oui. Et dans ces conditions, moi, en Roumanie, on pourrait facilement avoir 100 000 hectares de sorgho très rapidement. Les agriculteurs roumains sont très réactifs. Le colza, par exemple, n'existait pas il y a 20 ans. Aujourd'hui, on a 600 000 hectares. C'est tout à fait possible. La culture ne leur fait pas peur, même s'il peut y avoir des problèmes dans le désherbage. Mais la question qui est posée à chaque fois, mais qu'est-ce que je fais avec cette production ? Donc, ce n'est pas une question qu'on est proche du prix du maïs, c'est qu'on ne sait pas quoi faire avec.
Donc souvent on arrive à le brader, et même si on le vend à moitié du prix du maïs, c'est pas grave, c'est histoire de s'en séparer. Donc on en est là, donc c'est vraiment le blocage complet. Et c'est dommage parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a les terres en Roumanie, c'est comme en Ukraine, il n'y a pas que des super terres, il y a aussi une grande région, enfin plusieurs régions, notamment celle de Dobroja, qui est tout près du port, qui sont des terres séchantes et avec une climatologie relativement sèche. Donc les demandes que vous auriez, elles seraient plutôt côté éleveur, finalement, que côté entreprise semencière. Les demandes que vous avez, vous, en tant qu'agriculteur, ça serait plutôt du côté du marché, de ceux qui pourraient acheter votre production de sorgho dans l'alimentation de leurs animaux. Oui. Parce que vous disiez que la production de sorgho en Roumanie était plutôt localisée près des élevages, justement, mais que les élevages étaient pas très nombreux. Tout à fait. Voilà. Un des gros problèmes de la Roumanie. Donc je pense que tant qu'on n'arrivera pas à ce nombre d'hectares ce stade critique de, je sais pas moi, 30 000, 40 000, 50 000 hectares, en fait, on n'arrivera jamais à rien. Donc c'est 50 000 hectares, 40 000 hectares, ça veut dire à peu près 200 000 tonnes de sorgho, ça veut dire qu'on peut faire des bateaux, ça veut dire que Cargill, ADM, Glencore vont s'y mettre, et à ce moment-là, on va avoir un flux, on va avoir des prix, on va avoir une concurrence, et ça veut dire aussi que les éleveurs de porcs, d'animaux là-bas vont commencer à avoir confiance, parce qu'aujourd'hui, pourquoi se compliquer avec du sorgho? Si une année je l'ai, l'année d'après je ne l'ai pas, c'est compliqué, donc je préfère mettre du maïs, et puis ce que je fais d'habitude, pourquoi je me compliquerais la vie? Donc si effectivement on a ces 30 000, 40 000, 50 000 hectares, ça va faire un petit peu boule de neige, et effectivement les consommateurs locaux vont prendre conscience, vont l'intégrer dans leur ration, et on pourra aussi effectivement exporter. On pourra aussi éventuellement, pour les nouveaux producteurs de porc, on importe à peu près moitié de notre production de viande de porc, on importe de l'étranger. C'est comme le comble en Roumanie, puisque c'est comme un pays très très agricole, et on importe du lait, on importe de la viande, on importe presque tout. Donc on importe des légumes, c'est incroyable. On en a un gros problème de ce niveau-là, et la production de sorgho pourra nous aider, c'est pas ça qui va résoudre tous les problèmes, mais pourra nous aider à essayer de développer un peu ces transformations locales. Donc pour moi, la chose à faire, c'est, bon, ça plaît pas à tout le monde, mais à mon avis, c'est comme le soja. Le soja, on a trouvé des explications, des arguments pour dire, bon, on a besoin de protéines, donc on va donner une subvention couplée. En Roumanie, nous avons entre 200 et 300 € de l'hectare pour faire du soja, et ça a vraiment aidé, pousser la culture du soja. Mais avec la limite qu'effectivement le soja marche seulement, presque seulement dans les terrains irrigués. Le sorgho, c'est pas le cas. Donc si aujourd'hui, puisque c'est la mode aujourd'hui, puisque c'est une culture relativement écologique, puisque c'est une culture qui est poussée par la communauté européenne, le sorgho Maïdi a reçu des subventions pour développer cette culture, on pourrait peut-être trouver des arguments pour, au moins dans un premier temps, au moins sur 5 ans, aider cette culture à hauteur comme le soja. Je ne sais pas, je n'ai pas fait des calculs, qu'est-ce qui pourrait débloquer cette culture, et donc ça peut être une mesure agro-environnementale, ça peut être une subvention couplée, ça peut être aussi le SIE, la surface d'intérêt écologique, comme était le soja jusqu'à maintenant. Ça, c'est une chose importante pour l'agriculteur roumain. Si ça peut être considéré comme surface d'intérêt écologique, mais avec un minimum de traitement tout quand même, ça serait un gros plus. Vous parliez de seuil critique tout à l'heure. J'ai l'impression que là aussi, il s'agit de seuil critique. Si la proportion du sorgho utilisé dans l'alimentation animale en Europe est si faible, c'est parce que justement, il manque un seuil critique pour que ça devienne intéressant au niveau économique pour les fabricants d'aliments pour animaux aussi. Donc on parlait de chicken and egg tout à l'heure, de l'œuf et de la poule, mais c'est ça en fait. Qui tire le premier en fait, qui s'y met pour faire en sorte qu'on atteigne ce fameux seuil critique et que finalement et les producteurs et les transformateurs et les éleveurs puissent utiliser des quantités significatives. Je pense que c'est la communauté européenne qui doit faire ça, c'est ça le moteur, c'est elle qui impose des règles pour le bien de tous, et c'est elle qui doit montrer marquer le mouvement
pour faire ça. On ne peut pas attendre ça de la part des producteurs agricoles de s'organiser de telle façon au niveau européen pour créer cette filière. Moi, je pense que c'est 100% le rôle de la Communauté européenne.